Bonjour à tous, c'est un invité exceptionnel que nous vous proposons ce vendredi dans l'invité de la rédaction. Un témoignage interpellant sur les tueries du Brabant, un témoignage recueilli par Christelle Collin. Bonjour Christelle. Bonjour, oui Olivier. Suite au dernier rebondissement paru dans la presse la fin octobre, Jean-Pierre Adam a décidé de parler. Cet ancien gendarme devenu commissaire de police judiciaire à Neufchâteau et aujourd'hui retraité a décidé de rompre le secret professionnel depuis qu'il ronge depuis près de 20 ans. Il en a assez, nous dit-il, d'entendre la version du complot pour déstabiliser l'État, alors qu'il a lui-même fourni à la cellule plusieurs éléments et documents qui mènent à la piste d'une bande de braqueurs dangereux. Ni la cellule, ni le procureur général Christian de Valkener ne l'ont informé du suivi accordé à ces recherches et notre témoin doute que cette piste ait été réellement creusée. Est-ce qu'elle l'a été ou est-ce que c'est une nouvelle piste ? Ça, on ne le sait pas, évidemment. C'est impossible pour nous de vérifier cette information. Il faudrait pouvoir accéder au dossier. Alors, nous avons téléphoné au parquet général de Liège pour parler au procureur général Christian de Valkener en charge de l'affaire, mais nous n'avons pas réussi à le joindre. Alors, cette thèse d'une bande dangereuse, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Non, c'était aussi la conclusion de la profileuse qui avait été engagée sur l'affaire, mais dont les recommandations n'avaient pas été finalement suivies par le procureur. Alors on se doute bien que résoudre cette affaire n'est évidemment pas simple. Là, ça fait plus de 30 ans qu'on s'y attelle en Belgique avec plus ou moins d'enquêteurs selon les périodes. Le dossier est gigantesque et on se doute bien qu'il y a eu des erreurs. Ça semble inévitable. Alors d'après un journaliste qui connaît bien l'affaire, beaucoup de témoins ont déjà pensé avoir la vérité. Il y en a eu et il y a encore énormément de frustration sur ce dossier. Beaucoup ont le sentiment qu'on n'a pas été jusqu'au bout et cela a aussi déclenché pas mal de fantasmes. Alors pourquoi s'intéresser à ce témoignage en particulier ? Parce que ce n'est pas n'importe quel témoin qui se livre. Il s'agit d'un ancien enquêteur de l'affaire Dutroux, un policier respecté qui a terminé sa carrière avec la reconnaissance de ses supérieurs. Et aussi, 20 ans se sont passés depuis ses premières constatations qui, je vous le rappelle, ont été obtenus par hasard. Lui, il enquêtait sur l'affaire Dutroux et c'est par hasard qu'il va tomber donc sur des éléments troublants. Il en a informé la cellule à plusieurs reprises, mais il est toujours resté seul avec ses certitudes. C'est un trop lourd fardeau et il a décidé de témoigner. Je pense que Jean-Pierre Adam est sincère et d'ailleurs, il n'a pas peur des conséquences puisqu'il a décidé de témoigner à visage découvert. Et on découvre tout de suite ce témoignage. Vous avez été, vous, enquêteur sur l'affaire Dutroux, et c'est un petit peu par hasard, finalement, que vous êtes tombé sur les tueries du Brabant. Oui, exactement, tout à fait par hasard. En fait, j'ai été envoyé, moi, au mois d'août 96 à Neufchâteau pour l'affaire Dutroux. Et début décembre, je reçois la visite de Jean-Denis Lejeune avec son cousin, Roland Lejeune, qui viennent me faire une déclaration selon laquelle ils avaient été contactés plusieurs fois téléphoniquement par un restaurateur de Charleroi, la région de Charleroi, Michel Pirot, qui était intentionné d'organiser un repas soirée dans son restaurant, à Nalines exactement, et dont tous les bénéfices iraient à la SBL Julie et Mélissa. Donc il y a eu plusieurs contacts téléphoniques qui se sont faits. Et lors de la dernière communication avec Roland Lejeune, Michel Pirot a dit qu'il allait, le jour de la soirée, faire des révélations sur l'affaire Dutroux, sur les gamines. Donc il n'a rien dit d'autre. Quelques jours après, ils regardent le JT, je pense, d'RTL, et là, ils voient un restaurateur de Charleroi est abattu sur le parking de Lutre. Et ils se disent, bon sang, c'est notre gaillard, ça. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle ils sont venus me faire cette déclaration. Déclaration que j'ai actée, que j'ai transmise au parquet, et j'ai demandé à aller prendre connaissance du dossier meurtre à Charleroi. Et là, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes disent qu'ils ont entendu Michel Pirot qui allait faire des révélations dans l'affaire Dutroux, et que c'est pour ça, d'ailleurs, il y en a qui disent carrément que c'est pour ça qu'on l'a tué. Bon, j'ai demandé à aller réentendre toutes ces personnes-là, autorisation accordée, et là, effectivement, il me confirme qu'il allait faire des révélations, quoi, on n'en sait rien, et que c'était probablement pour ça qu'on l'avait flingué.
Bon, les mois avancent et un beau jour, j'apprends que la veuve de Michel Pirot a été arrêtée par la PJ et simultanément, il y a 2 auteurs qui sont arrêtés à Charleville-Mézières. Bon, je demande à aller aller entendre ces gens-là, toujours dans le cadre des révélations, pas sur le meurtre, parce que je ne peux pas travailler sur le meurtre. Donc, autorisation accordée, donc il faut une commission rogatoire internationale, parce que c'est les Français qui posent les questions, amendement, enfin voilà. Préalablement à ces auditions-là, donc je dois aller rencontrer les policiers français qui m'accompagneront. Et un beau jour, donc je me rends à Charleville-Mézières, à la brigade de recherche de Charleville, et je leur demande s'ils ont un dossier sur ces gens-là. Et notamment, ils avaient un dossier sur l'auteur principal ici, mais dossier qui était archivé, parce que depuis un petit temps, ils ne faisaient plus parler de lui. Et à ma demande, donc, nous sommes allés dans les caves, à Charleville-Mézières, où on a extrait le dossier d'un des auteurs. Et là, lorsqu'on ouvre le dossier, qu'est-ce que je vois? Il y a l'avis de recherche belge sur l'attaque de l'armurerie de Caisse. Donc le BCS belge, avec un portrait robot qui se trouve dans le dossier de l'auteur du meurtre de Pirot. Et il y a les photos, bien entendu, de ce suspect-là. Photos qui, pour moi, entre le portrait robot et la photo, c'est presque un copier-coller. Et je demande, mais comment ça se fait que vous avez l'avis de recherche belge avec le portrait robot et là, on ne sait pas me répondre. Ils ne savent pas. Bon, je rentre. C'était aussi plusieurs années plus tard, hein, donc. Ah oui, c'est certain. Donc l'attaque de l'armurerie de Caisse c'est en 82 et là nous sommes en 99, oui. Donc il y a des années. Donc fatalement, ce n'est peut-être pas les mêmes enquêteurs. Ils ne savent pas pourquoi ce dossier, enfin cet avis de recherche se trouve là. Donc je rentre en Belgique et quelques jours après, je vais dans les microfiches au bureau central des recherches. Donc je vais un petit peu gratter sur le suspect ici, et là, je trouve quelque chose de très intéressant. En fait, 2 mois après l'attaque de l'armurerie de Caisse, il y a quelqu'un qui se présente à la gendarmerie de Hastières, et sous l'anonymat, il va déclarer que l'auteur de l'attaque de l'armurerie de Caisse, c'est le gars en question. Donc, Hastières fait toute une enquête. Ils vont même présenter les photos aux témoins de l'attaque de l'armurerie de Caisse. Et ça correspond. Il y en a qui le reconnaissent. Il y en a même qui avaient dit au départ que l'auteur principal de l'attaque de l'armurerie de Caisse, il avait un problème à un genou, il boitait. Or, ici, notre suspect, il boite, il a un problème à un genou. Ça a été dit par les policiers français. Donc, je me retrouve avec ce procès-verbal-là qui est très intéressant parce qu'il dénonce l'auteur de l'attaque de l'armurerie de Caisse qui est, somme toute, bien avant les tueries. Les tueries, elles viennent après l'attaque de l'armurerie de Caisse. Et je ne sais pas pour quelle raison, là, ça reste toujours un mystère, on a apposé sur les procès-verbaux qui ont été faits par Hastières à l'époque, on a apposé un cachet comme quoi c'était vu, mais non codé. Ce qui veut dire que toutes ces informations-là ne sont jamais entrées dans la banque de données générale de la gendarmerie, quoi. Donc, le jour où je sors du bureau central des recherches, j'avais les photos de mon suspect et je me trouve nez à nez avec 2 enquêteurs de la cellule Brabant-Wallon à Jumet. Et là, il y en a un des 2 qui me dit « Tiens, qu'est-ce que tu fais avec les photos de Bouhouche ?» En voyant celle de... Je dis « Ça, ce n'est pas Bouhouche, hein, c'est un certain... » Je dis qu'il devrait fortement vous intéresser et j'explique en 2 mots pourquoi. Et alors, il me dit « Ça, alors, on n'a jamais entendu parler de ce nom-là. Jamais. » Je dis « Vous ne tracassez pas, hein, je vais faire un rapport en rentrant en Neuchâteau que j'envoie. » Et ils me disent « Envoie-le à le rapport. » Ok, je rentre, j'envoie mon rapport et entre-temps, j'ai de nouveau des renseignements par la PJ de Reims et la brigade de recherche de Charleville qui m'alimentent
En fait, les deux frères, ce sont des chefs de bande qui écument avec leurs complices, à l'époque, le nord de la France. Ils sont plus que suspectés de plusieurs hold-up à Strasbourg, enfin, soit, et notamment aussi de 2 meurtres. On me les décrit comme étant des psychopathes, des tueurs texto. On m'a dit, le commandant Bourgard de la PJ de Reims m'a dit ça, ce sont des tueurs, des psychopathes. Ils tuent quelqu'un comme s'il mangeait une pomme. Donc ce sont vraiment des gens dangereux. En plus de ça, le chef de bande, il est passionné des armes. Il fait toutes les bourses militariat de France et même de Belgique. Il est à la recherche de documents, de livres sur les armes. C'est vraiment sa passion, ce sont les armes. Et alors, j'ai transmis plusieurs rapports, des photos de la bande. Donc, ils sont 6 dans la bande. Il y a un Corse, notamment. Donc, toutes les photos, les renseignements, je les ai transmis, moi, à la cellule Brabant Wallon. Mais honnêtement, je n'ai jamais eu aucun retour. Jamais, jamais. Donc, voilà, je ne m'inquiète pas trop. Je me dis, ils exploitent ça. Mais vu maintenant les années passées, franchement, je me pose des questions quant à l'exploitation de mes documents. Vous pensez qu'ils n'ont jamais été exploités, jamais été creusés? Honnêtement, j'en suis persuadé, parce que si ça avait été le cas, j'aurais eu un retour. Or, je n'ai jamais rien eu. Jamais. Là, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, ce qui est assez troublant aussi, c'est que vous avez essayé de recouper justement les dates des tueries avec les moments où eux étaient en activité ou en prison, en fait. Et là, on peut remarquer quand même qu'il y a de fortes coïncidences, quoi. Oui, tout à fait. Hein. Parce que, donc, comme je vous ai dit, les tueries, elles commencent donc en 82. Hein. Donc, il y en a, alors 83, ça suit. Et puis, à un moment donné, en Belgique, ça s'arrête. Pendant 21 mois, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de tuerie. Pourquoi? Le chef de bande, il est arrêté en France pour d'autres faits. Il est arrêté, et puis, il est libéré, d'après ce qu'ils m'ont dit, il est libéré en 85. Et là, comme par hasard, ça recommence en Belgique. Ça recommence, jusqu'en finale à Alost. Ça, c'est le dernier fait, c'est le fait de Alost. Et qu'est-ce qui se passe à Alost? Il y a un témoin qui déclare avoir vu un agissement suspect entre 2 voitures. Donc une Golf foncée et une Mercedes foncée plaque jaune. La plaque jaune, la Mercedes foncée, elle est dans le procès-verbal que j'ai retrouvé dans les microfiches. En fait, le suspect, il a une Mercedes, la plaque, elle est dans le procès-verbal que j'ai transmis à la cellule Brabant Wallon. Donc, tout est là. Avant les tueries, tout était déjà là. Alors, permettez-moi de me poser des questions, hein, surtout par rapport au fait que j'ai transmis, et jamais aucun retour. Alors, voilà. Comment on peut expliquer ça? On s'est braqué sur une hypothèse? Eh bien, écoutez, quand je vois, excusez-moi du terme, les âneries que j'entends sur des plateaux de télévision qui sont colportés par des hauts magistrats, comme quoi c'est l'ex-gendarmerie, c'est la sûreté de l'État, et on voulait déstabiliser le pays, et le groupe Diane, et on alimente et on fomente tout ça. Moi, maintenant, c'est ça que je me suis décidé à parler, tellement j'en ai marre d'entendre toujours la même chose. J'ai lu aussi des articles comme quoi il y avait eu donc des analystes criminels, une profiler, notamment Madame Sucker, qui a fait une étude approfondie, ainsi qu'un analyste criminel français et québécois, qui en arrive à des conclusions similaires par rapport à ce que j'avance. Hein. C'était des truands qui venaient taper et puis qui partaient, mais certainement pas pour déstabiliser l'État. Ça, non. Donc, somme toute, ce que je dis depuis le tout début, ça revient aux conclusions des analystes criminels. Ce qu'il faut que je vous précise aussi, c'est que le dernier fait d'Alost, c'est en 85. Et puis après, plus rien en Belgique.
Pourquoi? Parce que le chef de bande, il est arrêté. Quelques mois après, il est arrêté en France pour d'autres faits. Et il est arrêté pendant les années 86, 87, 88, 89, 90, arrêté là-bas pour des faits. Donc, il ne faut pas se poser les questions pourquoi il n'y a plus rien en Belgique. Hein. Voilà. Et puis, ce qu'il y a aussi, lors du dernier fait de Alost, il y a un témoin qui a été entendu sous hypnose des années après et qui a fait un portrait robot. Portrait robot qui correspond tout à fait de nouveau à des deux frères. Et depuis, vous avez essayé encore de les suivre, entre guillemets, de loin? Non, pas du tout. Depuis que je suis donc pensionné, j'ai essayé plusieurs fois de faire bouger les choses. Hein. Notamment une fois, j'avais essayé de prendre contact avec M. de Valkener, qui était toujours procureur du roi à Charleroi. Je n'y étais pas arrivé et il m'avait mis en contact avec le gestionnaire local des informateurs de Charleroi. Donc j'étais pensionné de quelques mois. Je reçois un appel sur mon GSM du gestionnaire local là-bas qui me donne un rendez-vous dans un café à Namur pour que j'aille lui réexpliquer tout ce que j'avais eu au cours des années antérieures et lui donner, bien entendu, mes documents, mes rapports. Alors là, moi, je me suis vraiment cru comme si on me faisait la même procédure qu'un truand repenti. C'est vraiment la même chose. On me donne rendez-vous, vous vous rendez compte, dans un café à Namur pour aller reparler sur les tueries du Brabant, alors que j'avais fait quantité de rapports depuis des années et je n'avais eu aucun retour. Et là, j'ai refusé. J'ai carrément refusé. Et alors, il me dit, pas de problème, je vais en référer à M. de Valkener. Ouais, quelques heures après, je reçois un coup de fil de Valkener qui m'a remonté les bretelles. Je n'ai jamais su dire quoi que ce soit, tellement il parlait. Il menaçait de m'arrêter, de me faire embarquer par la PJ ou sa PJ. Et si je n'avais pas les documents sur son bureau le lendemain, je lui ai transmis des documents. Je lui ai transmis un courrier également que voici. Voilà le courrier que j'ai transmis à M. de Valkener, pour lequel j'attends toujours une réponse. En 2011. En 2011, oui, tout à fait. Et pour vous, vous croyez quoi alors? Que justement, cette piste-là ne les a pas convaincus? Non, je crois justement que ma piste ici ne les convainc pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une idée en tête, c'est l'ex-gendarmerie, c'est la sûreté de l'État. On a voulu déstabiliser le pays, mais c'est faux, Qui s'en tiennent aux analyses criminelles, qui s'en tiennent à ce que je leur ai donné comme renseignement, et il y a longtemps que ça pouvait être élucidé. Je suis persuadé que si tout ce que j'ai transmis à l'époque avait été exploité, il y a longtemps qu'on ne parlait plus des tueries du Brabant, vous savez. Longtemps, hein. Voilà, c'est un témoignage troublant que vous avez recueilli là, Christelle. Est-ce que Jean-Pierre Adam s'est confié à d'autres journalistes? Oui, tout à fait. Au niveau de la presse nationale, plusieurs journalistes sont au courant. Alors au niveau de TV Lux, on a décidé de le diffuser parce que ce témoignage est troublant. Hein. Effectivement, il est aussi interpellant. Alors non seulement il évoque une piste exploité ou non, mais il montre aussi le poids du secret, la lourdeur du secret professionnel après autant d'années et le mal-être en fait qu'il provoque encore aujourd'hui chez cet enquêteur. En cela, ce témoignage illustre bien combien le manque de communication peut susciter le désarroi. Hein, et quand les gens attendent une réponse, il faut leur donner une réponse. Alors, même si cette réponse, même si ce n'est pas la réponse espérée, même si c'est un échec, même si on n'a pas réussi à trouver une réponse, il faut le dire. Et on ne sait pas si cette piste a été exploitée ou non, et le cas échéant, on ne sait pas non plus comment elle a été exploitée, ou encore pourquoi elle aurait été abandonnée. Cette piste remontera-t-elle à la surface? C'est ce qu'espère évidemment Jean-Pierre Adam en nous livrant ces témoignages. Voilà, je suis sûr qu'on entendra parler de cette affaire dans les prochains jours. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt.